Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Le grand témoin du mois sur EJR Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur EJR Radio pour un nouveau numéro du grand témoin du mois. Oh, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait, donc c'est bien, on a un invité avec nous de passage à Rouen dans nos studios. J'ai le joie d'accueillir Michael Seigle. Bonjour Michael. Bonjour Pascal. Alors Michael, on va discuter, nous se connaît très bien depuis quelques années, mais déjà je vais te demander de te présenter auprès de nos auditeurs qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et puis après on discutera de différents sujets. Ok. Alors, je suis Michael Seigle. Alors, je suis déjà passé sur EJR Radio, il y a quelques temps maintenant. Moi, je suis archéozoologue exactement. Je suis spécialiste des animaux en archéologie. Et puis, accessoirement, je suis très engagé à Vienne. C'est là qu'on s'est rencontrés, nous. À Vienne, dans l'église catholique, notamment auprès des jeunes, et puis du côté œcuménique. Ok, super. Alors, on va parler déjà un peu de ton métier. Je suis curieux un peu de savoir deux, trois petites choses. Et puis après, on parlera justement de ce que tu fais au niveau œcuménique, au niveau des jeunes sur Vienne et tout ça. Alors, tu as dit que tu étais archéozoologue, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est costaud. Hein. Un gros mot. Un gros mot. Pas placé au Alors, on sait à peu près ce que c'est qu'un archéologue, mais qu'est-ce qu'un archéozoologue? Alors, l'archéologue, il travaille sur le passé, c'est dans le nom, ça jusque-là, tout le monde a. Ça en est bon. Nous, en archéozoologie, on travaille du coup sur la relation entre l'humain et l'animal. Donc, pour toutes les périodes, ça va en général du néolithique jusqu'à hier matin. Et on bosse donc sur cette relation, que ce soit de la consommation, donc les animaux qu'on mange, les animaux qu'on élève, et puis après toutes les relations qu'on peut avoir avec soit ces animaux domestiques, soit avec avec tous les sauvages qui nous entourent. Alors généralement on travaille plutôt pour les périodes anciennes, mais comme je disais, moi mes périodes elles vont du néolithique, donc autour de 5000 avant Jésus-Christ jusqu'à hier matin. J'ai des collègues qui travaillent aussi sur les périodes juste avant, quelques collègues qui travaillent sur les périodes du paléolithique, donc beaucoup plus anciens, là on compte en dizaines de milliers d'années. Et puis après, on rentre dans le domaine de la paléontologie. Donc la différence principale, c'est les paléontologues, ils travaillent à une époque où il n'y a pas d'humains qui sont en interaction avec ces animaux, donc ils travaillent sur ces animaux, soit la seule relation, c'est une relation de chasse et de vie les uns à côté des autres. Voilà. D'où il y a forcément une relation, un lien avec l'humain. Alors, quel est l'intérêt d'aller faire des recherches sur des animaux? Sur des animaux morts, tu veux? Morts. Non, mais pas ton plaisir à toi, mais qu'est-ce que ça apporte dans la compréhension de l'histoire, Alors déjà, ça permet de saisir un petit peu mieux la manière dont les sociétés s'organisent. En fait, il n'y a pas de société humaine sans animaux. Alors aujourd'hui, on l'a un petit peu oublié parce que les vaches qu'on va consommer, les moutons qu'on va consommer, souvent on n'a plus de lien direct avec eux. Pour les périodes anciennes, en fait, ces animaux, ils vivent littéralement avec les humains, au plus près. Donc, il y a des interactions fortes. Il y a aussi, pour des périodes anciennes, des pratiques qui, pour nous, paraissent complètement étranges. Par exemple, pour l'époque gauloise, les âges du fer, qui sont normalement ma spécialité, on consomme encore du chien. Ce qui, pour notre société occidentale, paraît complètement aberrant. Ouais. Mais on consomme encore du chien. On consomme aussi éventuellement du blaireau, des choses comme ça, qui sont des choses que nous, à part en période de guerre, en fait, ça n'arrive jamais. C'est plus des pratiques habituelles. Donc il y a ce volet-là. Et puis il y a aussi une réflexion qu'on peut avoir sur la question environnementale, qui nous parle bien à notre époque. Donc réflexion sur justement l'évolution de ces populations animales anciennes, la manière dont elles se déplacent, dont elles occupent le territoire ou pas, les évolutions aussi de l'environnement, donc les évolutions de ces espèces, et puis leur transformation. Par exemple, moi, quelque chose que j'ai beaucoup étudié et que j'espère continuer à étudier, c'est on observe par exemple sur le cerf des différences de taille, de morphologie du cerf au fil du temps et qui semblent nous donner des infos sur les périodes un peu plus humides, un peu plus sèches. Et en fonction de ces périodes-là, ils ont plus ou moins de facilité à se nourrir, donc ils sont plus ou moins grands, plus ou moins gros. Donc voilà, on peut analyser aussi toutes ces relations-là au sein du monde vivant et des animaux.
Ok. Alors moi, j'ai toujours une question que je me suis posée. Est-ce que des fois, vous trouvez des animaux qui ne sont plus, qui ont disparu Ouais. On en trouve. Alors, c'est pas si souvent. Nous, on est sur des périodes un peu trop récentes, entre guillemets. Hein. Il y a 7500 ans, c'est moins récent qu'il y paraît. Mais on arrive à trouver des espèces qui ont disparu. Par exemple, l'auroch, qui est l'exemple emblématique de l'espèce européenne qui a complètement disparu au XVIIIe siècle. Alors, elle disparaît au XVIIIe siècle dans le nord de l'Europe. Chez nous, en France, elle disparaît au cours du Moyen-Âge. Mais en fait, moi j'en retrouve assez régulièrement sur les sites notamment de l'Antiquité. Alors moi je travaille beaucoup sur la vallée du Rhône et sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et PACA. Et en fait on voit cette espèce qui s'éteint petit à petit du sud de la France, à partir de l'âge du bronze, âge du fer. Donc on est entre moins 2000 et moins 50 de notre ère. Enfin avant notre ère plutôt, moins 50. Et on voit cette espèce qui disparaît petit à petit. Et puis au IIe siècle de notre ère, donc autour de l'an 200, on en a encore quelques-uns qui traînent vers Clermont-Ferrand, au nord de Lyon. Et puis après, petit à petit, l'espèce s'éteint de ces régions-là et n'y réapparaît plus du tout. D'accord. Alors actuellement, là, t'es venu nous voir, ça nous fait plaisir, mais tu n'es pas venu que pour nous voir. Tu es en mission, on peut appeler ça comme ça, Oui. sur la Normandie, parce que tu fais des fouilles. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un peu 2-3 choses, ou est-ce que c'est pas trop indiscret, sur qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que vous trouvez dans tes fouilles? Alors déjà, pour placer un peu le contexte, moi je fais partie il y a deux branches de l'archéologie. Il y a ce qu'on appelle l'archéologie programmée, qui est plus du domaine de la recherche, et puis l'archéologie préventive qui, elle, va se concentrer sur au moment où on construit, où on aménage quelque chose, on va faire des fouilles. Donc là, en l'occurrence, on a été appelé, enfin la société dont je fais partie a été appelée près de Fécamp, dans le village de Saint-Léonard, dans le cadre d'un aménagement du centre du bourg. Et donc, il y a une immense fouille qui a été demandée par l'État parce qu'il y a eu des découvertes au moment où ils ont commencé à terrasser les terrains. Et du coup, on a été appelé pour faire cette fouille. La mairie a lancé un appel d'offres et c'est la société dont je fais partie, qui s'appelle EVA, qui a obtenu ce marché-là. Et donc, on se retrouve à fouiller sur un site qui est très sympathique. Hein. On est sur le plateau face à l'océan. Au-dessus de la falaise. Voilà, au-dessus de la falaise, c'est assez chouette. Mais outre le cadre, le site est intéressant en lui-même. C'est un site qui est immense, qui fait plus de 2 hectares. Et c'est une grosse occupation donc un habitat qui date de la fin de l'époque gauloise et début de l'époque romaine, avec un ensemble. Alors pour nous, ça nous parle plus du tout, mais à cette époque-là, pour ces habitats ruraux, on construit en fait des maisons sur poteaux de bois avec un habillage en terre, et puis on creuse autour des grands enclos. D'accord. Qui du coup servent à abriter l'habitation. Et puis du coup les stocks, on a retrouvé des greniers, des choses comme ça, qui servent du coup au stockage aussi de tout ce qui est produit dans le cadre de cette espèce de petite ferme gallo-romaine. Super. Donc là, il y a des découvertes déjà qui ont été faites ou Alors c'est des sites où il n'y a pas beaucoup de matériel. On retrouve, par exemple, il n'y a pas d'ossements. Les sols sont trop acides, donc les ossements disparaissent. Donc le collègue qui devait étudier, enfin qui est supposé étudier les animaux de ce site-là, voilà, ça va aller vite. Oui. Mais on a un petit peu de céramique, on a des petits objets en métal qui commencent à apparaître, mais bon, qui sont très très abîmés par les sols. Et puis en fait, ce qui est principalement intéressant pour ce site-là, c'est son aménagement intérieur, les greniers, les fours, des choses comme ça. Et voilà, la fouille n'est pas encore terminée, donc il reste encore des choses à faire. D'accord, bon bon courage alors pour fouiller. Tu es là jusqu'à mi-décembre. Ouais. Ok, bon courage. Alors tu nous as parlé aussi tout à l'heure que tu étais donc catholique, on s'est rencontrés nous sur Vienne dans des activités jeunesse. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui un peu ce que tu fais toujours comme activité jeunesse et dans le cadre de l'œcuménisme, parce que je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Et je reviendrai après tout à l'heure sur une question, je vais lier les deux, sur ton travail et sur ta foi. Alors moi, sur le volet jeunesse, pendant 14 ans, j'ai été animateur de l'aumônerie principalement des lycéens. Donc c'est en fait
l'équivalent d'un caté d'une formation avec beaucoup de guillemets auprès des jeunes, principalement lycéens, avec du coup toutes sortes d'activités, des temps de discussion, etc. Donc là maintenant j'ai fait une pause parce qu'au bout de 14 ans, il était temps de laisser la place à d'autres. Mais je continue ce service-là, plutôt du côté cette fois-ci un peu diocésain, donc l'organisation à l'échelle de l'organisation du diocèse de l'Isère, dans l'organisation notamment d'un pèlerinage qui rassemble des collégiens de tous horizons au sein du département et du diocèse de l'Isère, et qu'on emmène cette année sur notre territoire dans un sanctuaire perché à plus de 1000 mètres d'altitude pour aller marcher, rencontrer une communauté religieuse. Qui s'appelle La Salette. Alors, c'est très drôle parce que nous avons fait, quand moi j'étais à l'équipe jeunesse régionale, nous avons fait régulièrement nos camps qui s'appelaient les Carrés Manquifs à Notre-Dame de la Salette. Voilà. Donc on connaît très bien ce lieu. Certains de nos auditeurs, je pense, s'en rappelleront. Ben voilà, on va monter avec... on monte à plus de 400 personnes. Là où... Nous avons même installé notre studio de JR Radio dans les grands couloirs de la Salette. Donc tu vois, je dois avoir des photos bien. Encore quelque part. D'accord, donc tu organises le Péli, ce qu'ils appellent le Péli. Hein, ouais, Jonas avait fait. Oui, Jonas avait participé. Ouais. Ok, et autrement, au niveau de l'œcuménisme, qu'est-ce que tu fais actuellement sur Vienne? La semaine de l'unité arrive bientôt. Quels sont un peu les projets? Alors, pour l'œcuménisme, pendant plusieurs années, ça a été un peu compliqué de se structurer. L'église arménienne locale, l'église apostolique arménienne locale avait du mal à s'organiser un petit peu pour participer. Du côté protestant, il n'y avait plus de pasteurs. Ça a été assez compliqué pendant quelques temps de s'organiser. Et puis là, depuis 1 an, on a réussi, à la faveur en fait, de la dernière célébration œcuménique, où on a réussi à plusieurs à rassembler du monde. On a réussi à créer un petit groupe qui se réunit, qui a organisé un temps de louange, de louange et de discussion vraiment œcuménique pendant une soirée dans une des églises de Vienne. Et puis suite à ça, on a lancé du coup tout un projet pour cette année fin 2025, début 2026, avec fin 2025 une série d'invitations dans des groupes de prière de différentes églises. Mmh. Là, on commence à préparer du coup la célébration de prière pour la semaine de l'unité. On a commencé à réfléchir déjà sur le thème. Là, on va commencer à préparer vraiment la célébration elle-même. Et puis, dans un second temps, sur la deuxième partie de l'année, on est en train de créer un temps de formation sur une thématique. Alors, pour l'instant, dans la lignée de ce qui s'est passé cette année, à savoir l'anniversaire du Concile de Nicée, on se dirige vers une réflexion autour de la foi, la manière qu'on a de vivre notre foi, de percevoir notre foi et de dire « je crois » ensemble et séparément dans nos églises. Sympa. Un beau projet. Super. Du coup, bonne semaine de l'unité, puis bon parcours ensemble. Alors moi, j'avais une question un peu plus personnelle. Tu nous as parlé donc de tes fouilles, de toutes les recherches que tu fais à travers ton métier sur le passé. Est-ce que des fois, les choses que tu découvres dans tes recherches ou les analyses que tu fais, tu trouves des liens avec ta foi? Est-ce que des fois, ça te parle sur ta foi, ça te confirme des choses, ça te questionne? Tu peux te dire, il y a des choses... La Bible n'est pas un livre d'histoire en tant que tel, n'est pas surtout un livre scientifique, mais est-ce qu'il y a des choses, des liens que tu fais, que tu dis, voilà, ça me questionne dans un sens ou dans l'autre, ça me remet en cause? Alors, la petite particularité du monde de l'archéologie, c'est que les gens sont plutôt non-croyants, majoritairement, très accueillants. Voilà, on a très souvent avec mes collègues des discussions qui sont très riches, mais voilà, c'est majoritairement un monde de personnes athées, parce qu'en fait, c'est une discipline qui oblige à re-questionner justement tout le temps la question de ce en quoi on croit, puisqu'on travaille sur des populations qui ont eu des croyances et on étudie leurs croyances de manière la plus scientifique possible. Et donc, inévitablement, à un moment, on croise aussi des chrétiens qui ont vécu là et il faut se poser des questions sur leur vie. Donc oui, moi, régulièrement, ça titille des petites questions sur...
Et en même temps, voilà, ça nous amène aussi à nous replonger un peu dans nos racines, souvent, puisqu'on est sur du très concret. Moi, ça m'est déjà arrivé de retrouver des petits objets qui clairement étaient des petits objets chrétiens de l'époque romaine, avec des croix un peu cachées sur les éléments, des choses comme ça. Donc voilà, nécessairement, ça invite à se poser un peu la question de où on est, de la manière dont les gens vivaient leur foi. J'ai été invité l'année passée justement par le diocèse de l'Isère à Vienne à faire une présentation sur les premiers chrétiens de Vienne et l'histoire des chrétiens de Vienne d'un point de vue archéologique. Et à ce moment-là, il se trouve que je fouillais 150 mètres plus loin que de l'endroit où j'étais en train de présenter. Et forcément, ça oblige à se reposer la question et à se dire, mais oui, mais en fait, on raconte ça sur les chrétiens viennois. Bon, là, puisque c'était l'exemple. Oui. Mais d'un point de vue archéologique, ça ne me raconte pas ça. C'est pas ça que je vois. Alors, comment est-ce qu'ils vivent leur foi ? Comment est-ce qu'ils interrogent leur monde au prisme de leur croyance ? Un monde qui est complètement différent. Voilà, ça nourrit la foi. Ça pose beaucoup de questions, mais ça permet de nourrir et de venir... en fait, ce dont j'ai fini par me rendre compte, notamment en préparant cette conférence pour les périodes les plus anciennes, c'est que à partir du moment où les chrétiens sont libres de parler sous l'Empire romain, à partir du moment où les royaumes deviennent chrétiens, au tout début du Moyen-Âge, les gens expriment vraiment, par exemple, sur leur pierre tombale, leur foi, le contenu de leur foi. Ils croient vraiment à leur résurrection, et on a des messages qui sont très beaux. Les gens laissent un vrai témoignage de foi sur un tout petit texte très court qui est gravé sur leur pierre tombale, par exemple, et qui exprime vraiment que ils croient que c'est pas la fin, quoi, que ils vont être déposés au tombeau, mais qu'il y a autre chose et qu'ils vont aller plus loin. Et dans le cadre justement de cette fameuse fouille qu'on faisait au moment où je travaillais là-dessus, on a trouvé plein de fosses qui étaient liées à des dépôts de gens qui étaient morts probablement d'épidémies, de choses comme ça, qui ont été un peu jetés, un peu débarrassés. Mais on voit qu'il y a un certain respect, on a fait attention quand même au corps, au maximum, même s'il y avait une dimension d'urgence. Et on a essayé de les installer, puisqu'à l'époque c'était la croyance, on est autour du 6e, 7e siècle de notre ère. On a essayé de les installer au plus près d'un cimetière chrétien, dans lequel il y avait une petite chapelle, dans lequel on révérait des saints, catholiques oblige, on révérait des saints locaux, mais qui était un lieu très très important. Et donc on a fait en sorte, même si ces gens étaient touchés par la maladie et que potentiellement il y avait un risque d'infection en les enterrant là, on a fait en sorte quand même de les installer au plus près déjà de ceux qui les ont précédés et des croyants qui les ont précédés, un peu en signe de protection. Donc voilà, ça nous invite toujours à re-questionner un peu. Et est-ce qu'il y a des fois des choses ou des incohérences ou des... Par exemple, tu travailles beaucoup sur les animaux. Il y a un moment dans la Bible, on parle du déluge. Est-ce qu'on se rend compte qu'il y a eu un moment dans l'air, alors peut-être pas à l'époque que le dit la Bible, mais une grande inondation? Est-ce qu'on retrouve à des endroits où il n'y a pas la mer, des choses c'est des choses comme ça qui parlent dans les fouilles de ce qu'on retrouve? Alors là, en ce moment, il y a des petites choses qui sont en train de sortir au Proche-Orient, des petites nouveautés qui sortent et qui réinterrogent la Bible, là notamment les services archéologiques israéliens étaient tout fiers récemment de montrer des sceaux bibliques qui ont été trouvés au pied du mont du Temple et qui correspondent à des noms qu'on a dans la Bible, donc à des intendants notamment qui sont cités, mais vraiment il y a une citation à un endroit très précis et on a ce nom-là avec le nom du roi qui correspond à côté. Donc il y a des petites choses comme ça qui se rejoignent. Sur la question du déluge, c'est toujours un peu compliqué. Le déluge, c'est un mythe un peu universel qu'on retrouve dans plein de... Si on va au musée Confluence à Lyon, il y a toute une partie justement sur tous les endroits où il y a des grandes inondations, des déluges dans des cultures qui ne sont pas du tout chrétiennes, mais du coup... Et très éloignées en plus du noyau chrétien. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce que ça nous raconte, c'est surtout ce mythe de la peur de la destruction et à un moment se rendre compte, l'humain est capable de se rendre compte que des fois il dépasse les bornes, et des fois il dépasse les bornes de ce qui est supposé être sa limite par rapport à Dieu, par rapport à ce qu'il imagine de Dieu.
Et donc, il va interpréter des phénomènes naturels. Et par exemple, ces phases, on sait effectivement qu'il y a des phases, notamment en Mésopotamie, où on a un des récits de déluge qui est le plus proche du récit biblique, où on a des périodes d'exhaussement en fait de la mer, où la mer va monter d'un coup et inonder les zones autour pour situer de l'ancienne Babylone notamment. Et donc on a ces phénomènes-là de remontée très importantes qui du coup posent question. Dans le même genre, il y a quelques années, alors ce papier est resté un peu... il n'y a pas eu l'écho attendu. Il y a des collègues, dans le cadre de plusieurs fois dans la Bible, on nous raconte la destruction il me semble que c'est de Jéricho. Et des collègues ont découvert qu'il y avait effectivement un niveau de destruction massif de cette ville-là. Et cette destruction qui est supposée avoir lieu en raison d'un feu qui tombe du ciel, ils tendent à montrer qu'il y a peut-être un impact de météorite, une météorite qui serait tombée en plein milieu de la ville et qui aurait mis le feu. Et donc c'est toujours pareil, c'est ce phénomène très scientifique, en fait, comment il est relu par les gens qui ont la foi, comment on relit ce texte-là. J'ai un ami prêtre que tu avais reçu aussi, le père Cassiel. Oui, Cassiel. Misère. Cassiel, il avait pour l'habitude de dire ces textes bibliques, ils nous racontent quelque chose. En fait, ils nous racontent ce que les gens ont compris de leur relation à Dieu, y compris dans les moments les plus compliqués. Donc des fois, ils nous racontent que c'est la demande de Dieu, l'exemple que je prends en général, c'est le cas de David, qui est à un moment, et Dieu lui demande de sacrifier tout un peuple, et David refuse, et Dieu se venge. Et en fait, ce que disait le père Cassiel, c'est ce texte-là qui nous paraît complètement inaudible, qui paraît complètement fou par rapport au Dieu d'amour. En fait, c'est la manière dont les populations de cette époque-là ont compris des événements dans leur relation à Dieu. Et ils en ont tiré cette conclusion-là du Dieu vengeur, du Dieu qui réclame en fait qu'on lui obéisse jusqu'au bout. Alors que, qui est quand même assez loin de nous. Et de l'image qu'on a de Dieu aujourd'hui. Qui nous demande effectivement d'aller jusqu'au bout, mais dans l'amour et pas dans la destruction de notre prochain. C'est clair. Super, merci Mickaël pour toutes ces informations. Alors, j'ai une petite tradition sur la radio, quand on se quitte, c'est la libre antenne à notre auditeur. Si tu as un message que tu veux passer à notre auditeur, alors l'émission là, va bientôt être en décembre, on va passer dans la période de Noël. Quel serait le message que tu auras envie de laisser à nos auditeurs? Alors, c'est toujours la question la plus difficile. Ah oui, tout le temps. Moins qu'on puisse dire. Mais ça peut être juste un message d'encouragement, un petit mot. Voilà, c'est. À l'approche de Noël, c'est de se préparer le mieux qu'on peut à cet accueil de l'enfant qui arrive, tout cet amour qui nous est donné d'un coup. Et puis, du point de vue de l'œcuménisme, mais aussi de l'accueil de l'autre, se laisser toucher, être prêt à accepter de dépasser ce qui en apparence nous distingue, nous éloigne, pour aller à la rencontre de l'autre, parce qu'en fait l'autre, par principe, il est jamais mauvais, il est jamais un adversaire. On en fait un adversaire en refusant de l'approcher, en ayant des images de lui, mais je pense qu'à l'approche de Noël et de la semaine de prière pour l'unité dans quelques semaines, je dirais ça. Super, merci. Merci d'être passé à nos studios et puis à bientôt, j'espère. Et à nos auditeurs, on se retrouve pour un prochain numéro du Grand Témoin du Mois. À bientôt.